Il existe une vérité profondément dérangeante que la plupart des hommes passent leur vie entière à éviter. Une vérité silencieuse, invisible, mais toujours présente derrière les gestes quotidiens. L'homme ne fuit pas seulement le danger. Il ne fuit pas seulement la souffrance. Il fuit parfois quelque chose de beaucoup plus terrifiant. Sa propre liberté. Car être libre, ce n'est pas seulement pouvoir choisir. C'est devoir porter le poids de ce que l'on devient. Et ce poids peut devenir insupportable. Alors, très souvent, la conscience invente des stratégies invisibles pour échapper à cette responsabilité. Des stratégies si profondes que l'homme finit même par se mentir à lui-même. C'est précisément ce que Sartre appelle la mauvaise foi, non pas un simple mensonge ordinaire, pas une tromperie consciente dirigée vers les autres, mais un phénomène beaucoup plus étrange. Un mensonge que la conscience construit contre elle-même. Comme si l'être humain essayait désespérément d'oublier qu'il est libre. Comme si, au fond, la liberté faisait peur. Et pour comprendre cette peur, il faut d'abord comprendre quelque chose d'essentiel. La liberté sartrienne n'est pas confortable. Elle n'est pas légère. Elle n'est pas agréable comme le prétendent certaines visions simplistes. Chez Sartre, la liberté possède quelque chose d'écrasant. Parce qu'elle retire toutes les excuses absolues. Elle empêche l'homme de se considérer totalement comme une chose déterminée. Toujours, quelque chose reste ouvert. Toujours, quelque chose pourrait être autrement. Et cette ouverture permanente fatigue la conscience. Car vivre devient alors une responsabilité continue. Chaque acte révèle une manière d'être. Chaque décision construit une identité. Chaque renoncement dessine une existence. L'homme comprend alors qu'il ne peut jamais se cacher complètement derrière son passé, son caractère, ou sa situation. Même lorsqu'il subit certaines contraintes, il reste encore celui qui leur donne un sens, celui qui décide comment les habiter intérieurement. Et cette responsabilité permanente devient parfois si lourde, que la conscience cherche à fuir. Mais comment fuir quelque chose qui se trouve au cœur même de soi? C'est là que commence la mauvaise foi. La conscience tente de se transformer elle-même en objet. Elle cherche à devenir quelque chose de fixe, de prévisible, de stable, comme si elle voulait enfin échapper au vertige des possibles. Alors l'homme commence à jouer un rôle, pas seulement devant les autres, devant lui-même. Il finit par croire totalement au personnage qu'il incarne, comme un acteur qui oublierait qu'il joue. Et peu à peu, la frontière entre le masque et la conscience devient floue. L'individu dit « Je suis comme ça. Je ne peux pas changer. C'est ma nature. Je n'ai pas le choix. » Ces phrases semblent innocentes, mais chez Sartre, elles cachent souvent une tentative de fuite existentielle, car elles transforment une situation vivante en identité figée. Elles donnent l'impression que tout est déjà décidé, que l'existence est fermée, alors qu'au fond, la conscience reste toujours ouverte, toujours capable de voir autrement, toujours capable de se distancier de ce qu'elle est. Mais cette capacité fait peur, parce qu'elle détruit le confort des identités fixes. L'homme aimerait parfois devenir complètement son rôle, complètement sa fonction, complètement son personnage social. Il aimerait ne plus sentir l'écart entre ce qu'il joue et ce qu'il est réellement. Or cet écart ne disparaît jamais totalement. Et c'est précisément lui qui révèle la liberté. Prenons un exemple célèbre chez Sartre. Le garçon de café. Il marche d'une certaine manière. Il parle avec une précision presque théâtrale. Ses gestes semblent exagérément professionnels. Comme s'il essayait de devenir parfaitement garçon de café. Comme si toute son existence devait se réduire à cette fonction. Mais justement, quelque chose sonne faux. Trop précis, trop mécanique, trop joué. Et Sartre voit dans cette attitude un phénomène profond. L'homme tente de devenir un objet social parfaitement défini. Pourquoi? Parce qu'un objet n'a pas à choisir. Un objet est simplement ce qu'il est. Une pierre est une pierre. Une chaise est une chaise. Elles n'ont pas d'angoisse, pas de responsabilité, pas de vertige existentiel. Elles coïncident parfaitement avec elles-mêmes. Mais l'homme, lui, ne peut jamais atteindre totalement cet état, parce qu'il possède une conscience. Et cette conscience introduit toujours une distance intérieure. Le garçon de café joue à être garçon de café, mais il n'est jamais totalement cela. Il reste une conscience capable de voir son propre jeu, capable de quitter ce rôle, capable d'être autrement. Et cette possibilité silencieuse suffit déjà à empêcher toute fusion complète avec le personnage.
C'est pourquoi la mauvaise foi est toujours fragile. Elle exige un effort permanent, un entretien constant du masque. L'homme doit continuellement se convaincre qu'il est exactement ce rôle, exactement cette identité, exactement cette fonction. Mais au fond, quelque chose c'est que ce n'est jamais totalement vrai. Et cette fissure intérieure produit une tension permanente, une fatigue existentielle. Parce que maintenir un masque demande de l'énergie, énormément d'énergie. L'individu doit éviter certaines pensées, certaines questions, certaines prises de conscience. Il doit empêcher la liberté de réapparaître clairement. Alors il se réfugie dans les habitudes, dans les automatismes, dans les définitions toutes faites. Tout devient plus simple ainsi, plus stable, plus rassurant. Mais cette stabilité reste artificielle, car la conscience continue silencieusement d'exister derrière le personnage. Toujours capable de rupture, toujours capable de lucidité. Et parfois, dans certains instants, le masque se fissure brutalement. L'homme se regarde soudain vivre. Il voit son rôle, ses automatismes, ses phrases répétées. Et une sensation étrange apparaît. Est-ce vraiment moi? Cette question peut devenir terrifiante, parce qu'elle ouvre un vide derrière l'identité habituelle. Un espace où les certitudes commencent à trembler. L'individu découvre alors qu'il n'est peut-être pas simplement ce qu'il prétend être depuis des années. Et cette découverte menace tout l'équilibre construit par la mauvaise foi. Car si le rôle n'est pas l'être véritable, alors la liberté revient, brutalement, avec tout son poids, avec toute son angoisse, avec toute sa responsabilité. C'est pourquoi beaucoup préfèrent continuer à jouer, continuer à répéter le personnage, même lorsqu'ils sentent intérieurement une forme de vide. Parce que ce vide est moins effrayant que la liberté totale. La liberté oblige à choisir, à assumer, à créer du sens sans garantie absolue. Alors que le rôle donne l'impression d'une identité déjà prête, déjà définie, déjà sécurisée. Mais Sartre insiste. Aucun rôle ne peut enfermer complètement une conscience humaine. Jamais. Même l'homme qui passe sa vie entière à jouer un personnage reste encore plus vaste que ce personnage. Quelque chose en lui échappe toujours à la définition. Quelque chose demeure ouvert. Et cette ouverture est précisément ce que la mauvaise foi tente désespérément de cacher. Et plus l'homme tente de cacher cette ouverture, plus il devient prisonnier de ses propres masques. Car au début, le rôle semble protégé. Il offre une stabilité, une identité claire, une place reconnaissable dans le monde. Mais progressivement, ce qui devait rassurer commence aussi à enfermer. L'individu ne joue plus seulement un personnage devant les autres. Il finit par dépendre totalement de ce personnage pour exister. Comme si, sans lui, il ne restait plus rien. Alors chaque regard extérieur devient dangereux. Chaque critique menace l'équilibre intérieur. Parce que le masque doit être constamment confirmé par le monde social. L'homme veut qu'on lui rappelle sans cesse qui il prétend être. Le fort veut être vu comme fort. L'intellectuel comme intellectuel. Le chef comme chef. Le sage comme sage. Et plus cette identité devient importante, plus la peur de la perdre grandit. Car au fond, la conscience sait que ce personnage n'est jamais totalement elle. Il existe toujours un écart invisible. Toujours une possibilité de rupture. Toujours un vide derrière le rôle. Et ce vide effraie profondément. Parce qu'il rappelle à l'homme qu'aucune identité sociale ne pourra jamais supprimer définitivement sa liberté. Même lorsqu'il réussit parfaitement son rôle. Même lorsqu'il reçoit l'admiration des autres. Même lorsqu'il semble totalement installé dans une fonction stable. Quelque chose continue silencieusement de lui échapper. Quelque chose reste impossible à figer. Et cette impossibilité devient parfois insupportable. Alors la mauvaise foi se renforce. L'homme redouble d'efforts pour devenir complètement son personnage. Il rigidifie ses attitudes, ses opinions, ses comportements. Il transforme peu à peu son existence en représentation permanente. Mais cette représentation produit une conséquence étrange. L'individu se coupe progressivement de lui-même, parce qu'il ne vit plus spontanément. Il surveille continuellement son image. Il contrôle sa manière d'apparaître. Il devient spectateur de sa propre existence. Et cette distance artificielle crée souvent une profonde fatigue intérieure. Une sensation de vide. Comme si la vie devenait mécanique. Comme si chaque geste devait être validé par le personnage social. Or, plus le masque devient rigide, plus la conscience étouffe.
Parce qu'une conscience libre ne peut jamais être complètement réduite à une seule forme. Elle déborde toujours. Elle contient toujours davantage de possibilités que le rôle qu'elle joue. Et ce débordement finit parfois par exploser. Brutalement. Un homme qui prétendait être parfaitement maître de lui-même s'effondre soudain. Quelqu'un qui vivait selon une identité soigneusement construite ressent un vide immense. Une personne découvre qu'elle ne croit plus réellement au personnage qu'elle joue depuis des années. Alors apparaît une crise existentielle. Non pas simplement une crise psychologique, mais une fissure profonde dans la structure même de l'identité. Le masque cesse momentanément de fonctionner. Et derrière lui, la liberté réapparaît. Nue, inquiétante, sans définition stable. L'individu découvre alors quelque chose de vertigineux. Il avait utilisé son personnage pour éviter d'affronter sa propre ouverture intérieure. Il avait cherché à devenir objet, à devenir quelque chose de fixe. Parce qu'un objet ne ressent pas l'angoisse du possible. Une pierre n'a pas besoin de choisir son existence. Mais l'homme, lui, reste condamné à cette ouverture. Même lorsqu'il tente de l'oublier. Même lorsqu'il se cache derrière des identités solides. C'est pourquoi Sartre considère la mauvaise foi comme une contradiction permanente. L'homme sait qu'il est libre, tout en essayant de croire qu'il ne l'est pas. Il sait qu'il dépasse son rôle, tout en tentant de se réduire à ce rôle. Et cette contradiction crée une tension intérieure constante. Car la conscience ne peut jamais se mentir totalement à elle-même. Quelque chose continue toujours à voir le mensonge. Même faiblement, même confusément. L'individu peut prétendre « je suis obligé ». Mais au fond, une partie de lui sait qu'il participe encore à cette situation, qu'il choisit encore sa manière de l'habiter. Et cette lucidité silencieuse empêche le mensonge d'être parfaitement stable. Voilà pourquoi la mauvaise foi demande un entretien permanent. Elle doit continuellement éviter certaines vérités, continuellement détourner le regard, continuellement maintenir l'illusion que l'existence est déjà écrite. Mais cette illusion reste fragile, parce qu'il suffit parfois d'un événement minuscule pour réveiller la conscience. Une phrase, un regard, un silence, et soudain, le personnage apparaît artificiel. L'homme se voit jouer. Il voit ses gestes automatiques, ses réactions apprises, ses attitudes répétées. Et cette vision peut être profondément troublante, parce qu'elle révèle que beaucoup de comportements humains ne sont pas entièrement spontanés. Ils sont construits, mis en scène, rejoués continuellement, comme si chacun essayait désespérément de devenir quelqu'un de défini. Mais derrière cette mise en scène, demeure toujours une liberté impossible à supprimer complètement. C'est pourquoi Sartre refuse l'idée qu'un homme puisse être résumé totalement par sa fonction sociale. Un juge n'est jamais seulement juge. Un professeur n'est jamais seulement professeur. Un amoureux n'est jamais seulement amoureux. Chaque individu dépasse toujours les définitions qu'il porte. Et ce dépassement permanent est précisément ce qui rend l'existence humaine instable, mais aussi vivante. Car si l'homme pouvait être enfermé totalement dans une identité fixe, il cesserait d'être libre. Il deviendrait une chose. Or la conscience humaine refuse constamment cette fixation totale, même lorsqu'elle prétend la désirer. Même lorsqu'elle cherche désespérément la sécurité des rôles. Quelque chose reste toujours mobile, toujours ouvert, toujours capable de transformation. Et cette mobilité intérieure réapparaît particulièrement dans les moments de solitude. Quand les regards sociaux disparaissent, quand le personnage n'a plus de public, alors l'individu peut ressentir une étrange sensation de vide. Comme si le masque tombait momentanément, comme si les définitions habituelles perdaient leur force. Et dans ce silence, la question revient. Qui suis-je réellement, si je cesse de jouer? Et plus l'homme tente de cacher cette ouverture, plus il devient prisonnier de ses propres masques. Car au début, le rôle semble protégé. Il offre une stabilité, une identité claire, une place reconnaissable dans le monde. Mais progressivement, ce qui devait rassurer commence aussi à enfermer. L'individu ne joue plus seulement un personnage devant les autres. Il finit par dépendre totalement de ce personnage pour exister. Comme si, sans lui, il ne restait plus rien. Alors chaque regard extérieur devient dangereux. Chaque critique menace l'équilibre intérieur. Parce que le masque doit être constamment confirmé par le monde social. L'homme veut qu'on lui rappelle sans cesse qui il prétend être. Le fort veut être vu comme fort. L'intellectuel comme intellectuel. Le chef comme chef. Le sage comme sage.
Et plus cette identité devient importante, plus la peur de la perdre grandit. Car au fond, la conscience sait que ce personnage n'est jamais totalement elle. Il existe toujours un écart invisible, toujours une possibilité de rupture, toujours un vide derrière le rôle. Et ce vide effraie profondément, parce qu'il rappelle à l'homme qu'aucune identité sociale ne pourra jamais supprimer définitivement sa liberté, même lorsqu'il réussit parfaitement son rôle, même lorsqu'il reçoit l'admiration des autres, même lorsqu'il semble totalement installé dans une fonction stable. Quelque chose continue silencieusement de lui échapper. Quelque chose reste impossible à figer. Et cette impossibilité devient parfois insupportable. Alors la mauvaise foi se renforce. L'homme redouble d'efforts pour devenir complètement son personnage. Il rigidifie ses attitudes, ses opinions, ses comportements. Il transforme peu à peu son existence en représentation permanente. Mais cette représentation produit une conséquence étrange. L'individu se coupe progressivement de lui-même, parce qu'il ne vit plus spontanément. Il surveille continuellement son image. Il contrôle sa manière d'apparaître. Il devient spectateur de sa propre existence. Et cette distance artificielle crée souvent une profonde fatigue intérieure. Une sensation de vide. Comme si la vie devenait mécanique. Comme si chaque geste devait être validé par le personnage social. Or, plus le masque devient rigide, plus la conscience étouffe. Parce qu'une conscience libre ne peut jamais être complètement réduite à une seule forme. Elle déborde toujours. Elle contient toujours davantage de possibilités que le rôle qu'elle joue. Et ce débordement finit parfois par exploser. Brutalement. Un homme qui prétendait être parfaitement maître de lui-même s'effondre soudain. Quelqu'un qui vivait selon une identité soigneusement construite ressent un vide immense. Une personne découvre qu'elle ne croit plus réellement au personnage qu'elle joue depuis des années. Alors apparaît une crise existentielle. Non pas simplement une crise psychologique, mais une fissure profonde dans la structure même de l'identité. Le masque cesse momentanément de fonctionner. Et derrière lui, la liberté réapparaît. Nue, inquiétante, sans définition stable. L'individu découvre alors quelque chose de vertigineux. Il avait utilisé son personnage pour éviter d'affronter sa propre ouverture intérieure. Il avait cherché à devenir objet, à devenir quelque chose de fixe, parce qu'un objet ne ressent pas l'angoisse du possible. Une pierre n'a pas besoin de choisir son existence. Mais l'homme, lui, reste condamné à cette ouverture, même lorsqu'il tente de l'oublier, même lorsqu'il se cache derrière des identités solides. C'est pourquoi Sartre considère la mauvaise foi comme une contradiction permanente. L'homme sait qu'il est libre, tout en essayant de croire qu'il ne l'est pas. Il sait qu'il dépasse son rôle, tout en tentant de se réduire à ce rôle. Et cette contradiction crée une tension intérieure constante. Car la conscience ne peut jamais se mentir totalement à elle-même. Quelque chose continue toujours à voir le mensonge. Même faiblement, même confusément, l'individu peut prétendre « Je suis obligé ». Mais au fond, une partie de lui sait qu'il participe encore à cette situation, qu'il choisit encore sa manière de l'habiter. Et cette lucidité silencieuse empêche le mensonge d'être parfaitement stable. Voilà pourquoi la mauvaise foi demande un entretien permanent. Elle doit continuellement éviter certaines vérités, continuellement détourner le regard, continuellement maintenir l'illusion que l'existence est déjà écrite. Mais cette illusion reste fragile. Parce qu'il suffit parfois d'un événement minuscule pour réveiller la conscience. Une phrase, un regard, un silence. Et soudain, le personnage apparaît artificiel. L'homme se voit jouer. Il voit ses gestes automatiques, ses réactions apprises, ses attitudes répétées. Et cette vision peut être profondément troublante, parce qu'elle révèle que beaucoup de comportements humains ne sont pas entièrement spontanés. Ils sont construits, mis en scène, rejoués continuellement. Comme si chacun essayait désespérément de devenir quelqu'un de défini. Mais derrière cette mise en scène, demeure toujours une liberté impossible à supprimer complètement. C'est pourquoi Sartre refuse l'idée qu'un homme puisse être résumé totalement par sa fonction sociale. Un juge n'est jamais seulement juge. Un professeur n'est jamais seulement professeur. Un amoureux n'est jamais seulement amoureux. Chaque individu dépasse toujours les définitions qu'il porte. Et ce dépassement permanent est précisément ce qui rend l'existence humaine instable, mais aussi vivante. Car si l'homme pouvait être enfermé totalement dans une identité fixe, il cesserait d'être libre. Il deviendrait une chose.
Or la conscience humaine refuse constamment cette fixation totale. Même lorsqu'elle prétend la désirer. Même lorsqu'elle cherche désespérément la sécurité des rôles. Quelque chose reste toujours mobile, toujours ouvert, toujours capable de transformation. Et cette mobilité intérieure réapparaît particulièrement dans les moments de solitude. Quand les regards sociaux disparaissent. Quand le personnage n'a plus de public. Alors l'individu peut ressentir une étrange sensation de vide. Comme si le masque tombait momentanément. Comme si les définitions habituelles perdaient leur force. Et dans ce silence, la question revient. Qui suis-je réellement? Si je cesse de jouer? Continue ne conclut pas. Et cette question, qui suis-je réellement, si je cesse de jouer? Est peut-être l'une des plus déstabilisantes de toute l'existence humaine. Parce qu'elle suppose qu'il existe quelque part, derrière tous les masques, un vrai moi parfaitement caché. Mais Sartre dérange encore davantage. Car il répondrait, il n'y a pas un vrai moi déjà prêt, caché derrière les rôles. Il n'existe pas une essence pure qu'il suffirait de découvrir. Il existe seulement une conscience libre, toujours en train de se faire, toujours en train de se choisir, toujours en train de se construire. Et cette idée bouleverse tout, car beaucoup d'hommes supportent leur rôle, en croyant qu'ils masquent simplement une identité plus authentique. Mais Sartre dit, non, l'authenticité n'est pas un trésor caché. Ce n'est pas quelque chose qu'on découvre. C'est quelque chose qu'on crée. Et cela rend la mauvaise foi encore plus subtile. Parce que l'homme peut même transformer l'authenticité en nouveau masque. Il peut commencer à jouer le rôle de l'homme authentique. Le rôle de celui qui prétend enfin vivre sa vérité. Et pourtant, même là, le danger existe encore. Car tant qu'il cherche à devenir une image fixe de lui-même, il retombe dans la même illusion, la même tentative, devenir un objet stable, une définition rassurante, une identité parfaitement cohérente. Mais la conscience refuse toujours cette clôture. Elle déborde, elle échappe, elle se déplace. Et cette impossibilité d'être totalement définie explique pourquoi la mauvaise foi est presque universelle. Parce qu'elle n'est pas simplement un défaut moral, elle est une tentation structurelle de la condition humaine. Tout homme veut parfois se reposer. Tout homme veut parfois déposer le poids de sa liberté. Tout homme rêve parfois d'être simplement quelque chose, plutôt que d'avoir à devenir continuellement quelqu'un. Être seulement un métier, seulement un statut, seulement un rôle. Cela semble tellement plus simple. Le père veut être le père. L'artiste veut être l'artiste. Le philosophe veut être le philosophe. Le religieux veut être le croyant. Le rebelle veut être le rebelle. Et chacun tente de faire coïncider entièrement son existence avec cette image. Mais cette coïncidence parfaite est impossible. Parce qu'il y a toujours du jeu. Toujours un espace intérieur. Toujours une distance entre l'homme et ce qu'il prétend être. Et cet espace est précisément le lieu de la liberté. Mais aussi de l'inconfort. Car il empêche le repos total. Il empêche l'identité d'être complètement tranquille. Même l'homme le plus convaincu de lui-même peut être traversé soudain par une pensée. Et si je n'étais pas cela? Cette phrase suffit à fissurer tout un monde intérieur. Elle suffit à réintroduire le possible. Et avec lui, l'angoisse, mais aussi la responsabilité. Parce que si je ne suis pas simplement ce rôle, alors que vais-je faire de cette liberté retrouvée? Que vais-je devenir? Quelle direction vais-je choisir? Et c'est ici que beaucoup reculent. Ils préfèrent retourner au masque, retourner au personnage, retourner à la stabilité artificielle. Parce que la liberté nue est difficile à supporter. Elle ne donne pas d'instruction. Elle ne garantit rien. Elle demande de créer sans modèle absolu. Et cela exige du courage. Un courage rare. Car il est plus facile de répéter une identité connue que d'assumer une existence ouverte. Plus facile de dire « je suis ainsi » que de reconnaître « je pourrais être autrement ». Plus facile de blâmer son passé, sa famille, son caractère, la société, que de regarder honnêtement la part de liberté encore présente. Et pourtant, cette part est toujours là, même minuscule, même dans les situations les plus dures, même lorsqu'il existe de vraies contraintes. Sartre ne nie pas les contraintes. Il ne dit pas que tout est possible. Il dit quelque chose de plus troublant. Dans toute situation, il existe encore une manière de se positionner, encore une manière de répondre, encore une manière d'habiter ce qui arrive.
Et cette capacité de réponse constitue déjà une liberté. Une liberté parfois réduite, parfois douloureuse, mais irréductible. C'est cela que la mauvaise foi refuse de voir. Elle veut croire que tout est déjà joué, que tout est déterminé, que tout est imposé. Parce qu'admettre cette petite part de liberté, c'est devoir en répondre. C'est devoir reconnaître « Je participe encore à ce que je suis ». Et cette phrase peut être lourde, très lourde. Elle détruit certaines excuses, certaines victimisations absolues, certaines justifications confortables. Mais elle rend aussi à l'homme sa dignité. Car si je participe encore à ce que je suis, alors quelque chose peut encore changer. Même légèrement, même intérieurement, même si le monde extérieur reste difficile. Et c'est cela que la mauvaise foi cherche à empêcher. Le retour de cette possibilité. Parce que toute possibilité réveille l'angoisse. Mais elle réveille aussi la puissance. La puissance de transformation. La puissance de refus. La puissance de recommencement. Et cette puissance fait peur précisément parce qu'elle oblige à agir. On ne peut plus attendre que le sens vienne d'ailleurs. On ne peut plus attendre qu'une essence cachée nous révèle qui nous sommes. Il faut choisir, créer, assumer. Et cela demande de quitter le confort des masques. Non pour vivre sans rôle. Ce serait impossible. Nous aurons toujours des rôles, toujours des fonctions, toujours des identités sociales. Mais pour ne plus les confondre avec notre être tout entier. Pour ne plus croire que nous sommes seulement cela. Le médecin n'est pas seulement médecin. Le parent n'est pas seulement parent. L'amoureux n'est pas seulement amoureux. Le citoyen n'est pas seulement citoyen. L'homme dépasse toujours ce qu'il fait. Toujours. Et cette vérité libère autant qu'elle inquiète. Parce qu'elle détruit les prisons identitaires. Mais elle détruit aussi les refuges. Elle retire les murs. Elle laisse la conscience face à elle-même. Face à cette question radicale. Qu'es-tu en train de faire de ta liberté? Et cette question, la mauvaise foi passe souvent toute une vie à essayer de ne pas l'entendre. Parce qu'au fond, entendre réellement cette question pourrait bouleverser toute une existence. La plupart des hommes vivent dans une continuité presque automatique. Ils se réveillent, ils répètent certains gestes, ils occupent certaines fonctions, ils parlent avec les mêmes mots. Et peu à peu, la répétition produit une illusion extrêmement puissante. L'illusion de nécessité. Ce qui est répété semble naturel, évident, inévitable. Alors l'individu finit par croire que sa vie actuelle correspond exactement à ce qu'il est. Comme si son existence entière découlait logiquement d'une essence fixe. Mais Sartre détruit cette évidence apparente. Il montre que derrière les habitudes, derrière les rôles, derrière les identités stables, demeure toujours une conscience libre qui continue silencieusement de choisir. Même le fait de rester dans une routine est encore une manière de se rapporter au monde. Même la passivité possède une signification. Même l'inaction est encore un choix vécu. Et cette idée est profondément dérangeante. Parce qu'elle retire à l'homme la possibilité de devenir totalement innocent face à sa propre existence. La mauvaise foi apparaît précisément ici. Dans cette tentative de transformer ses choix vécus en simple fatalité. L'individu dit « Je n'ai pas pu faire autrement ». Mais souvent, ce qu'il veut réellement dire, c'est « Je n'ai pas voulu affronter les conséquences d'un autre choix ». Et cette différence change tout, car elle réintroduit la liberté là où l'homme voulait voir une pure nécessité. Prenons quelqu'un qui reste pendant des années dans une vie qu'il déteste profondément. Il affirme « Je suis obligé ». Et parfois, les contraintes sont réelles. Le travail, l'argent, la peur, les responsabilités. Sartre ne nie pas ces réalités. Mais il demande quelque chose de beaucoup plus difficile. Comment habites-tu intérieurement cette situation? Car même dans la contrainte, une conscience continue d'interpréter, de consentir, de refuser, de supporter, de projeter. Et cette activité intérieure révèle que l'homme n'est jamais totalement réduit à ce qu'il subit. Quelque chose en lui continue d'exister au-delà de la situation. Quelque chose continue de se rapporter librement à ce qui arrive. Or cette liberté intérieure est parfois insupportable à reconnaître, parce qu'elle signifie que nous participons encore, au moins partiellement, à la forme de notre existence, même lorsque cette existence est douloureuse. Alors beaucoup préfèrent transformer leur vie en destin figé. Cela soulage momentanément. Cela donne une impression de stabilité morale. Si tout est entièrement imposé, alors il n'y a plus de responsabilité, plus de choix, plus d'angoisse.
Mais cette tranquillité reste artificielle. Parce qu'au fond, la conscience continue de savoir qu'elle n'est pas totalement une chose. Et ce savoir silencieux réapparaît souvent dans des moments inattendus. Parfois au milieu d'une conversation ordinaire. Parfois dans un silence nocturne. Parfois devant son propre reflet. L'individu sent alors un étrange décalage entre le personnage qu'il joue et quelque chose de plus vaste, de plus mouvant, qui ne coïncide jamais complètement avec ce rôle. Et cette sensation peut devenir presque vertigineuse, parce qu'elle révèle que beaucoup de comportements humains sont des mises en scène stabilisatrices, des tentatives de solidifier l'existence, des efforts pour se convaincre que l'on est enfin quelqu'un de défini. Mais plus l'homme cherche cette définition absolue, plus il risque de devenir prisonnier de son propre personnage. Il doit alors défendre continuellement son image, protéger son identité, éviter tout ce qui pourrait remettre en question le rôle. Ainsi, la mauvaise foi produit souvent une rigidité intérieure. L'individu devient incapable de se voir autrement, incapable d'évoluer, incapable de reconnaître certaines vérités sur lui-même, parce que toute remise en question menace l'édifice identitaire qu'il a construit. Alors il préfère parfois mentir, pas seulement aux autres, à lui-même. Et c'est là toute la subtilité du phénomène décrit par Sartre. Car dans un mensonge ordinaire, il existe un trompeur et un trompé. Mais dans la mauvaise foi, la même conscience joue les deux rôles à la fois. Elle sait, tout en essayant de ne pas savoir. Elle aperçoit la vérité, tout en la recouvrant immédiatement, comme si elle organisait volontairement une sorte d'aveuglement intérieur. Et cette structure est profondément humaine, parce que la conscience possède une capacité étrange. Elle peut détourner son propre regard. Elle peut éviter certaines pensées. Elle peut se réfugier dans les automatismes. Elle peut saturer sa vie de distractions pour empêcher certaines questions d'émerger. Combien d'existences entières sont construites ainsi? Des vies remplies de bruit, d'habitudes, de routines, simplement pour éviter le face-à-face avec la liberté. Car le silence fait peur. Le silence ouvre des questions. Le silence retire momentanément les rôles sociaux. Et lorsque les rôles se taisent, la conscience peut entendre quelque chose d'inquiétant. Tu n'es pas seulement ce personnage. Alors surgit une sensation étrange. Un mélange de vide et de possibilités. Un sentiment difficile à décrire. Comme si le sol identitaire devenait moins solide. Comme si la vie pouvait soudain prendre d'autres directions. Et cette ouverture fait peur précisément parce qu'elle détruit la sécurité du déjà déterminé. Mais en même temps, elle contient une puissance immense. La puissance du changement. La puissance du dépassement. La puissance de recommencer autrement. Or la mauvaise foi combat cette puissance. Parce qu'elle préfère la sécurité de l'identité fixe. Même au prix de l'étouffement intérieur. Beaucoup d'hommes acceptent une vie réduite simplement parce qu'elle leur évite l'angoisse du possible. Ils préfèrent être certains de ce qu'ils sont, même si cette certitude les enferme. Car la liberté exige un effort constant. Elle oblige à maintenir une lucidité difficile. Rien n'est définitivement écrit. Même aujourd'hui, quelque chose peut encore changer. Même maintenant, une autre manière de vivre reste pensable. Et cette idée est vertigineuse, parce qu'elle retire le repos absolu. Elle empêche de se réfugier totalement dans les définitions. L'homme demeure toujours plus grand que ses rôles, toujours plus vaste que ses habitudes, toujours plus ouvert que les identités qu'il construit. Et cette ouverture, la mauvaise foi essaie sans cesse de la recouvrir sous des couches de personnages, de routines et de certitudes artificielles capables de faire oublier, au moins momentanément, que derrière chaque masque humain continue silencieusement de respirer une liberté impossible à supprimer complètement. Et c'est précisément parce que cette liberté ne peut jamais être supprimée complètement, que la mauvaise foi finit souvent par produire une forme de malaise intérieur difficile à expliquer. Extérieurement, tout peut sembler fonctionner. Le personnage tient debout. La vie paraît cohérente. Les autres reconnaissent le rôle. Tout semble stable. Et pourtant, quelque chose fatigue profondément la conscience. Comme si l'individu devait continuellement maintenir une façade. Continuellement soutenir une image de lui-même. Continuellement empêcher certaines vérités de remonter à la surface. Or cet effort permanent use lentement l'existence. Parce qu'une conscience libre ne peut jamais devenir totalement mécanique. Même lorsqu'elle essaie. Même lorsqu'elle répète les mêmes gestes pendant des années. Même lorsqu'elle prétend. C'est simplement ma vie.
quelque chose continue de voir. Quelque chose continue de sentir l'écart entre l'être vivant et le personnage figé. Et cet écart réapparaît souvent sous forme de vide. Un vide étrange, pas forcément spectaculaire, parfois discret, silencieux. Une impression diffuse d'irréalité. Comme si l'homme assistait à sa propre vie au lieu de l'habiter pleinement. Comme si les journées s'enchaînaient sans véritable présence intérieure. Alors beaucoup cherchent à remplir ce vide. Par le bruit, par les distractions, par l'agitation permanente. Mais le problème ne disparaît pas. Parce qu'il ne vient pas simplement d'un manque extérieur. Il vient d'une rupture intérieure entre la conscience vivante et les rôles qu'elle tente de solidifier. Plus l'homme se réduit à son personnage, plus cette rupture grandit. Car aucun rôle ne peut contenir entièrement une existence humaine. Aucun. Même les identités les plus fortes restent incomplètes. Le soldat n'est jamais uniquement soldat. Le religieux n'est jamais uniquement religieux. Le révolutionnaire n'est jamais uniquement révolutionnaire. Chaque être humain déborde toujours les définitions qu'il porte. Et ce débordement crée une instabilité fondamentale. Une impossibilité d'être parfaitement coïncident avec soi-même. Or beaucoup vivent cette instabilité comme une menace. Ils voudraient enfin devenir quelque chose de totalement stable, totalement certain, totalement défini. Mais cette stabilité absolue appartient aux objets, pas aux consciences. Une table est ce qu'elle est. Elle ne doute pas. Elle ne se projette pas. Elle ne peut pas être autrement. Mais l'homme, lui, porte toujours en lui la possibilité du changement. Même lorsqu'il refuse ce changement. Même lorsqu'il lutte contre lui. Cette possibilité reste là. Silencieuse. Invisible parfois. Mais jamais totalement détruite. Et c'est cela qui rend la mauvaise foi si fragile. Elle tente de figer ce qui ne peut jamais être complètement figé. Elle veut transformer une conscience ouverte en identité fermée. Mais la conscience continue de fuir cette fixation totale. Toujours. Alors l'individu doit renforcer le masque. Encore et encore. Il doit répéter son personnage. Multiplier les preuves de son identité. Comme s'il essayait de convaincre le monde. Et surtout lui-même. Certaines personnes passent leur vie entière dans cette lutte. Elles deviennent prisonnières de l'image qu'elles ont fabriquée. Elles n'osent plus sortir du rôle. Plus oser changer. Plus oser reconnaître certaines vérités intérieures. Parce qu'après tant d'années, le personnage est devenu toute leur sécurité. Le perdre semblerait être une forme de mort. Et d'une certaine manière, cela en est une. Car abandonner un masque profondément installé, c'est accepter l'effondrement d'une identité familière. C'est accepter de ne plus savoir exactement qui l'on est. Et cette traversée peut être terrifiante. Parce qu'elle fait réapparaître l'ouverture fondamentale de l'existence. L'absence de définition finale. Le caractère inachevé du moi. Alors beaucoup préfèrent rester enfermés dans des identités douloureuses plutôt que d'affronter cette incertitude. Ils préfèrent une prison connue à une liberté ouverte. Parce que la liberté ne garantit rien. Elle ne promet pas le bonheur. Elle ne promet pas la réussite. Elle promet seulement une chose. La responsabilité de devoir devenir. Et cette responsabilité pèse lourd. Très lourd. Surtout lorsque l'homme comprend qu'il ne pourra jamais transférer complètement ce poids sur quelqu'un d'autre. Ni sur Dieu, ni sur la société, ni sur son passé, ni sur son caractère. Quelque chose en lui demeure toujours engagé dans ce qu'il fait de son existence. Et cette idée bouleverse profondément la manière de voir les relations humaines. Car même dans l'amour, la mauvaise foi peut apparaître. Quelqu'un peut vouloir devenir entièrement l'image que l'autre attend. Se transformer en objet de désir stable. Comme si être aimé signifiait enfin obtenir une définition définitive de soi. Mais cette sécurité est impossible. Parce que l'autre reste libre lui aussi. Son regard peut changer. Son amour peut évoluer. Sa perception peut se transformer. Alors l'homme découvre que même l'amour ne peut pas supprimer totalement l'incertitude existentielle. Même le regard amoureux ne peut pas figer définitivement une identité. Et cette vérité peut devenir douloureuse. Parce qu'elle détruit le rêve d'une validation absolue par autrui. Aucun regard extérieur ne pourra jamais résoudre complètement le problème de l'existence. Aucun rôle social. Aucune reconnaissance. Aucune réussite. Pourquoi ? Parce que le vide que la mauvaise foi tente de recouvrir ne vient pas d'un manque de statut. Il vient de la structure même de la conscience humaine. Une conscience qui ne coïncide jamais totalement avec elle-même. Une conscience toujours séparée de ce qu'elle est par sa propre capacité à se dépasser.
Et ce dépassement permanent empêche toute immobilité définitive. L'homme change, même lorsqu'il prétend rester identique. Le temps transforme silencieusement les significations, les désirs, les croyances, les peurs. Et plus l'individu tente de nier cette mobilité, plus il souffre intérieurement, parce qu'il lutte contre la nature même de l'existence consciente. Alors, parfois, au milieu d'une vie parfaitement organisée, quelque chose craque soudain. Une fatigue immense apparaît, un sentiment d'étrangeté, comme si toute l'existence avait été vécue légèrement à côté de soi-même. Et cette sensation peut devenir insupportable, car elle révèle brutalement tout ce que la mauvaise foi avait tenté de cacher. L'homme n'est jamais complètement ce qu'il prétend être. Jamais. Il reste toujours une conscience libre, ouverte, instable, capable de transformation. Et cette vérité continue silencieusement de traverser chaque existence humaine. Même lorsque les masques semblent solides, même lorsque les rôles paraissent parfaitement maîtrisés, même lorsque toute une vie a été construite pour oublier qu'au fond, derrière chaque identité, demeure encore cette liberté inquiétante que rien ne peut entièrement réduire au silence. Et parfois, plus les masques deviennent sophistiqués, plus la conscience s'éloigne douloureusement d'elle-même. Car la mauvaise foi n'est pas toujours visible. Elle peut prendre des formes très raffinées, très intelligentes, très respectables. Un homme peut passer sa vie entière à défendre de grandes idées, simplement pour ne jamais avoir à se confronter honnêtement à lui-même. Une personne peut devenir obsédée par la morale, non par amour véritable de la vérité, mais parce que les règles fixes lui évitent l'angoisse de choisir librement. Quelqu'un peut même consacrer sa vie à aider les autres, pour éviter le silence intérieur où réapparaîtrait sa propre liberté. Et c'est cela qui rend la mauvaise foi si difficile à détecter. Elle peut se cacher derrière presque toutes les formes de vie humaine, parce qu'elle ne dépend pas du contenu extérieur des actes. Elle dépend du rapport intérieur que la conscience entretient avec elle-même. Deux individus peuvent accomplir exactement les mêmes gestes, mais vivre ces gestes de manière totalement différente. L'un peut agir lucidement, en sachant qu'il choisit continuellement sa manière d'exister. L'autre peut se réfugier derrière son rôle, comme si ce rôle suffisait à définir entièrement son être. Extérieurement, tout paraît identique, mais intérieurement, la relation à la liberté change complètement. Et cette différence invisible fascine Sartre, car elle révèle que l'existence humaine ne peut jamais être comprise uniquement de l'extérieur. Le vrai drame se joue dans la conscience elle-même, dans cette lutte permanente entre la liberté et le désir de fuir cette liberté. Prenons quelqu'un qui dit « Je fais simplement mon devoir ». Cette phrase peut exprimer une véritable lucidité, mais elle peut aussi devenir un refuge, une manière de transformer des choix personnels en nécessités impersonnelles. Comme si l'individu voulait disparaître derrière la fonction, derrière l'obligation, derrière le système. Alors il cesse de se voir comme sujet libre. Il devient exécutant, mécanisme, rouage. Et cette transformation procure parfois un immense soulagement, parce qu'elle réduit le poids de la responsabilité. Si je ne suis qu'un rouage, alors je n'ai plus vraiment à répondre de ce que je fais. Mais Sartre refuse cette tranquillité morale. Il insiste. Même dans les structures les plus rigides, l'homme continue d'être engagé dans ses actes. Même lorsqu'il obéit, même lorsqu'il suit des ordres, même lorsqu'il se conforme. Il choisit encore la manière dont il participe à cette situation. Et cette idée devient extrêmement dérangeante dans le domaine politique ou historique, car elle détruit la facilité des excuses absolues. Elle oblige chaque conscience à regarder sa propre implication, à reconnaître « j'étais encore là ». Je participais encore, même silencieusement, même passivement, et beaucoup refusent cette lucidité, parce qu'elle est lourde, très lourde. Il est plus confortable de croire que tout venait d'ailleurs, du contexte, de l'époque, de l'autorité, de la société. Mais Sartre ramène toujours la conscience vers elle-même, vers cette question impossible à éviter. Qu'as-tu fait de ta liberté dans cette situation? Et cette question poursuit l'homme partout, dans le travail, dans l'amour, dans la politique, dans la morale, partout où la conscience tente de se transformer en objet, la mauvaise foi apparaît, parfois même dans la souffrance. Certaines personnes finissent par faire de leur douleur une identité totale, comme si elle devenait entièrement leur blessure, entièrement leur passé, entièrement leur échec. Et là encore, la mauvaise foi peut surgir,
Non parce que la souffrance serait fausse. Elle peut être réelle, profonde, terrible, mais parce que l'individu commence à croire qu'il est uniquement cela, uniquement victime, uniquement détruit, uniquement défini par ce qui lui est arrivé. Or Sartre refuse encore cette fixation totale. Même blessé, l'homme dépasse encore sa blessure. Même brisé, quelque chose en lui continue de se rapporter librement à ce qu'il vit. Et cette vérité peut sembler presque insupportable, parce qu'elle signifie qu'aucune situation ne pourra jamais supprimer complètement la responsabilité existentielle. Même dans la douleur, même dans l'échec, même dans la peur, il reste toujours une manière d'habiter ce qui arrive. Toujours une manière de répondre intérieurement. Et cette liberté irréductible effraie autant qu'elle libère, car elle retire toute identité définitive. Même les identités construites autour de la souffrance. L'homme ne peut jamais devenir totalement une chose. Même lorsqu'il tente de se réduire à son passé, quelque chose continue toujours d'ouvrir le futur. Toujours. Même faiblement. Et cette ouverture permanente empêche la conscience de se figer totalement. C'est pourquoi la mauvaise foi doit continuellement produire des récits. Des histoires stabilisatrices. Des explications simples. Je suis comme ça. Les gens ne changent pas. Tout est déjà écrit. Ces phrases rassurent. Parce qu'elles ferment les possibles. Elles donnent l'impression d'un monde stable, prévisible, déjà organisé. Mais au fond, la conscience continue de sentir que ces récits sont incomplets. Elle continue de percevoir des fissures, des contradictions, des possibilités étouffées. Et plus ces possibilités sont refoulées, plus elles réapparaissent sous des formes étranges, sous forme d'ennui profond, de vide, d'angoisse diffuse. Comme si quelque chose en l'homme refusait silencieusement de mourir complètement sous les couches du personnage social. Certaines vies semblent ainsi construites sur une immense fatigue intérieure. Une fatigue qui ne vient pas seulement du travail ou des difficultés du monde, mais de l'effort constant nécessaire pour maintenir le masque, maintenir la cohérence artificielle, maintenir l'illusion que l'existence est déjà définie une fois pour toutes. Or cette illusion finit toujours par se fissurer. Parce que la conscience humaine reste mouvante, vivante, impossible à immobiliser totalement. Même après des années de répétition, une seule expérience peut bouleverser toute une identité. Une rencontre, une perte, un regard, une phrase. Et soudain, le personnage commence à trembler. L'individu découvre qu'il n'est peut-être pas celui qu'il croyait être. Ou plutôt, qu'il n'est jamais uniquement cela. Alors surgit parfois une immense panique. Parce que si le masque tombe, que reste-t-il? Et beaucoup préfèrent retourner immédiatement au rôle plutôt que d'affronter cette question. Ils replongent dans les habitudes, dans les automatismes, dans les distractions, tout plutôt que de regarder en face l'ouverture vertigineuse de leur propre existence. Car cette ouverture détruit les identités closes. Elle rappelle que l'homme est toujours davantage que ce qu'il prétend être. Toujours plus vaste que ses définitions. Toujours plus mobile que ses certitudes. Et cette mobilité fait peur précisément parce qu'elle empêche toute sécurité absolue. L'existence humaine devient alors un équilibre fragile entre deux désirs opposés. D'un côté, le désir de liberté, le désir de dépassement, le désir de création. De l'autre, le désir de repos, le désir de stabilité, le désir d'être enfin quelque chose de fixe, de certain, de parfaitement défini. Et la mauvaise foi naît précisément dans cette tension, dans cette tentative désespérée de résoudre le vertige de la liberté en transformant la conscience vivante en identité figée. Mais cette tentative reste condamnée à l'échec. Parce qu'au fond, aucun masque ne pourra jamais supprimer complètement cette vérité inquiétante. L'homme n'est pas une chose, il est une conscience ouverte, toujours en train de devenir, toujours capable de rupture, toujours capable d'être autrement. Même lorsqu'il consacre toute son existence à essayer d'oublier cette possibilité. Et c'est précisément cette possibilité d'être autrement qui menace le plus profondément les constructions de la mauvaise foi. Car tant que l'homme croit que son identité est totalement fixe, il peut vivre dans une relative tranquillité. Il peut répéter ses habitudes sans trop se questionner. Il peut considérer sa vie comme un chemin déjà tracé. Mais dès qu'apparaît la possibilité du changement, tout devient instable. Soudain, les certitudes vacillent, les rôles paraissent moins solides, les définitions commencent à trembler, et cette fragilité révèle quelque chose d'essentiel.
Beaucoup d'identités humaines reposent moins sur une vérité absolue que sur une répétition continue. L'homme devient ce qu'il répète. Il entretient certains comportements, certaines histoires sur lui-même, certaines attitudes, et à force de répétition, il finit par croire que tout cela constitue son essence. Mais Sartre montre que cette essence n'est jamais complètement donnée. Elle est continuellement maintenue, continuellement rejouée. C'est pourquoi la mauvaise foi possède une dimension théâtrale. L'existence humaine ressemble parfois à une immense scène où chacun tente désespérément de stabiliser son personnage. Certains jouent la force, d'autres jouent la sagesse, d'autres jouent la révolte, d'autres encore jouent la victime éternelle. Et chacun finit par défendre farouchement le rôle qu'il a construit. Parce que perdre ce rôle reviendrait à affronter l'incertitude de la liberté nue. Or, peu de consciences supportent longtemps cette nudité existentielle. Elles retirent les protections, les excuses, les définitions rassurantes. Elles laissent l'homme face à un espace ouvert, sans fondation définitive. Et cet espace donne le vertige. Alors la plupart préfèrent rapidement retourner vers des identités connues, même limitées, même douloureuses, parce qu'au moins, elles semblent offrir une forme de stabilité. Mais cette stabilité reste fragile, car la conscience humaine ne cesse jamais totalement de se dépasser, même dans les routines les plus fermées, même dans les existences les plus rigides. Quelque chose continue silencieusement de chercher une issue, une possibilité, un autre rapport au monde. Et cette tension intérieure produit parfois des contradictions étonnantes. Un homme peut défendre toute sa vie une certaine image de lui-même, tout en ressentant secrètement un profond malaise. Une personne peut sembler parfaitement installée dans son rôle, tout en éprouvant une fatigue existentielle immense. Pourquoi ? Parce que le personnage social peut fonctionner extérieurement, tout en étouffant intérieurement la conscience. Et plus cette oppression intérieure dure longtemps, plus certaines émotions apparaissent. L'ennui profond, le sentiment d'irréalité, la sensation de vivre mécaniquement, comme si l'existence avançait sans véritable présence, comme si quelque chose de vivant restait enfermé derrière les automatismes. Sartre voit dans ces expériences des signes importants, des moments où la mauvaise foi commence à se fissurer. Car lorsque les habitudes cessent momentanément d'hypnotiser la conscience, l'homme aperçoit soudain la contingence de sa propre vie. Il voit que beaucoup de choses auraient pu être autrement. Il voit que ses choix n'étaient pas toujours entièrement nécessaires. Il voit que certaines limites qu'il croyait absolues étaient peut-être aussi des refuges. Et cette lucidité peut devenir extrêmement douloureuse, parce qu'elle oblige à regarder en face les possibilités abandonnées, les libertés étouffées, les vérités évitées. L'homme découvre alors qu'il a parfois participé lui-même à sa propre prison. Pas totalement, jamais totalement, mais suffisamment pour que la responsabilité réapparaisse. Et cette responsabilité fait peur, parce qu'elle signifie qu'il ne suffit plus d'accuser le monde extérieur. Il faut aussi regarder sa propre manière d'habiter ce monde, sa manière de consentir, de se cacher, de jouer certains rôles pour éviter certaines angoisses. Or cette lucidité menace directement l'équilibre construit par la mauvaise foi, car la mauvaise foi repose sur une idée fondamentale. Je suis déjà quelque chose de fixé. Mais dès que la conscience voit qu'elle participe activement à sa propre construction, cette illusion commence à s'effondrer. L'identité redevient mouvante. Le futur redevient ouvert. Et avec cette ouverture revient l'angoisse. L'angoisse de devoir choisir sans garantie absolue. L'angoisse de ne jamais pouvoir se réfugier complètement dans une définition stable. L'angoisse d'être toujours plus vaste que les rôles disponibles. Beaucoup d'hommes passent alors leur vie à osciller entre deux mouvements. D'un côté, ils sentent intérieurement leur liberté. De l'autre, ils tentent constamment de l'étouffer sous des identités solides. Ils veulent changer, mais veulent aussi rester protégés par leurs habitudes. Ils veulent être libres, mais veulent également éviter la responsabilité que cette liberté implique. Et cette contradiction traverse presque toute l'existence humaine. Même les individus qui se prétendent totalement indépendants peuvent être prisonniers d'un personnage. Le rebelle peut devenir un rôle. Elle, homme libre, peut devenir une image figée. Le refus des conventions peut lui-même devenir convention intérieure. Car la conscience possède une capacité infinie à transformer ses propres attitudes en nouvelles identités rigides. Et cette capacité rend la mauvaise foi presque inépuisable. Elle peut se cacher partout, même dans les tentatives d'échapper au masque.
C'est pourquoi Sartre refuse toute définition simple de l'authenticité. L'authenticité n'est pas un état stable qu'on atteint une fois pour toutes. Ce n'est pas une identité parfaite. C'est plutôt une vigilance difficile. Une lucidité constamment menacée. La lucidité de savoir que nous jouons toujours des rôles, sans jamais être entièrement réduits à eux. La lucidité de reconnaître notre participation dans ce que nous devenons. La lucidité d'accepter que rien ne viendra jamais supprimer totalement l'incertitude de la liberté. Mais cette lucidité est fatigante. Très fatigante. Parce qu'elle empêche le repos définitif. Elle oblige à rester ouvert. À rester conscient du caractère inachevé de toute identité humaine. Et beaucoup préfèrent l'oubli. L'oubli de la liberté. L'oubli des possibles. L'oubli de cette vérité troublante. L'existence humaine ne possède pas de forme finale. Elle reste toujours en mouvement. Toujours incomplète. Toujours exposée à la transformation. Même lorsque tout semble figé. Même lorsque toute une vie a été construite pour éviter cette ouverture. Quelque chose demeure encore vivant derrière les masques. Quelque chose continue silencieusement de dépasser les rôles. Quelque chose refuse encore de devenir totalement objet. Et c'est précisément cette part irréductible de liberté que la mauvaise foi tente sans cesse de recouvrir, sans jamais parvenir à la faire disparaître complètement. Parce que faire disparaître complètement cette liberté reviendrait finalement à faire disparaître la conscience elle-même. Or la conscience humaine possède une caractéristique fondamentale. Elle n'est jamais entièrement enfermée dans ce qu'elle vit. Même lorsqu'un homme souffre profondément, quelque chose en lui continue encore à regarder cette souffrance, à l'interpréter, à lui donner un sens, à s'en distancier parfois. Et cette distance intérieure change tout. Elle empêche l'existence humaine de devenir totalement compacte, totalement figée, totalement mécanique. L'homme peut essayer de se convaincre qu'il est uniquement ce qu'il fait, uniquement ce qu'il possède, uniquement ce qu'il montre. Mais la conscience continue silencieusement de dépasser ces définitions. Toujours. Et plus l'individu tente de nier ce dépassement, plus une tension étrange apparaît dans son existence. Car vivre constamment dans la mauvaise foi exige une surveillance permanente de soi-même. Il faut maintenir le personnage, maintenir l'image, maintenir le récit intérieur. L'homme doit éviter certains regards trop lucides, certaines pensées trop profondes, certaines questions trop dangereuses. Il organise alors parfois toute sa vie autour de cette fuite. Certains remplissent chaque instant de bruit, d'autres se perdent dans le travail, d'autres encore dans les distractions, les ambitions, les conflits ou les plaisirs répétitifs. Tout devient prétexte à ne jamais rester seul face à soi-même. Parce que le silence risque de réveiller quelque chose. Une vérité enfouie. Une possibilité oubliée. Une liberté que les habitudes avaient momentanément recouverte. Et lorsque cette liberté réapparaît, même brièvement, la conscience peut ressentir une étrange secousse intérieure. Comme si toute la structure du quotidien devenait soudain fragile. Les routines semblent artificielles. Les rôles paraissent joués. Les conversations prennent parfois une tonalité mécanique. L'homme aperçoit alors la mise en scène générale de la vie sociale. Chacun répète certains comportements, certaines expressions, certaines attitudes attendues, comme si toute la société reposait sur un immense théâtre d'identité stabilisée. Et pourtant, derrière ce théâtre, chaque conscience reste secrètement instable. Chaque être humain porte encore des possibilités non réalisées, des contradictions, des désirs refoulés, des vérités évitées. Et cette profondeur cachée rend toute identité humaine incomplète. Personne ne coïncide parfaitement avec son personnage. Personne. Même celui qui semble le plus sûr de lui. Même celui qui paraît parfaitement installé dans son rôle. Quelque chose en lui peut encore vaciller, changer, se réveiller autrement. Et cette possibilité permanente de transformation fait peur précisément parce qu'elle détruit l'illusion du définitif. L'homme voudrait parfois pouvoir dire « Voilà enfin ce que je suis ». Mais cette phrase reste toujours fragile. Parce qu'au moment même où la conscience se définit, elle se dépasse déjà. Elle regarde cette définition. Elle la juge. Elle peut la modifier. Et cette mobilité intérieure empêche toute fermeture totale du moi. Ainsi, la mauvaise foi tente constamment d'arrêter un mouvement impossible à arrêter complètement. Elle veut solidifier le vivant, transformer l'existence en identité stable. Mais la conscience continue silencieusement de produire du possible. Toujours. Même au cœur des vies les plus répétitives.
Un individu peut vivre pendant 20 ans selon les mêmes habitudes et ressentir soudain une rupture intérieure immense, comme si toute son existence lui devenait étrangère, comme si le personnage qu'il avait construit cessait brutalement de fonctionner. Alors certaines questions reviennent avec une force terrible. Pourquoi ai-je vécu ainsi? Qu'est-ce que j'essayais d'éviter? Était-ce réellement ma vie? Ou seulement un rôle appris? Et ces questions peuvent bouleverser une existence entière, parce qu'elles détruisent le confort des évidences anciennes. L'homme découvre que beaucoup de ses certitudes reposaient peut-être sur des répétitions inconscientes, sur des peurs, sur des stratégies de fuite. Et cette découverte produit souvent un mélange étrange de douleur et de lucidité. Douleur, parce qu'il faut reconnaître certaines illusions. Lucidité, parce qu'une ouverture réapparaît. Une possibilité nouvelle de se rapporter autrement à soi-même. Mais cette ouverture n'est pas immédiatement heureuse. Contrairement à certaines visions naïves de la liberté, Sartre montre que devenir lucide peut être extrêmement difficile. Car cela signifie abandonner certaines sécurités psychologiques, certaines excuses, certaines identités confortables. Cela signifie accepter de ne plus être totalement protégé par les rôles. Or, peu d'êtres humains supportent facilement cette exposition. La liberté nue est exigeante. Elle oblige à vivre sans garantie absolue, sans essence définitive, sans certitude totale sur soi-même. Et cette absence de fondation stable peut provoquer une immense fatigue existentielle. L'homme se sent alors suspendu, comme si rien ne pouvait jamais le fixer définitivement, comme si son existence entière restait inachevée. Et d'une certaine manière, c'est exactement cela. L'existence humaine est inachevée, toujours. Même dans les vies qui semblent closes, même dans les identités les plus rigides, quelque chose reste encore ouvert jusqu'au dernier instant. Et cette ouverture rend toute définition finale impossible. Mais elle rend aussi possible le changement, le dépassement, la création de nouvelles formes de vie. C'est pourquoi Sartre refuse de réduire l'homme à son passé. Même les erreurs les plus lourdes ne définissent jamais totalement une conscience. Même les habitudes les plus anciennes ne suppriment pas entièrement la possibilité d'un autre rapport au monde. La conscience humaine reste toujours plus vaste que ce qu'elle a déjà été, toujours plus large que ses propres traces. Et cette vérité possède quelque chose de profondément vertigineux, parce qu'elle retire toute stabilité définitive. Mais elle retire aussi tout enfermement absolu. Aucune identité ne peut devenir prison parfaite. Aucun personnage ne peut capturer entièrement la conscience. Même lorsqu'elle semble totalement soumise, quelque chose continue encore de respirer derrière le masque. Quelque chose continue encore de voir le jeu. Et cette lucidité secrète traverse silencieusement presque toute existence humaine. Parfois comme une douleur, parfois comme un appel, parfois simplement comme une inquiétude difficile à nommer. Mais toujours comme le signe qu'au fond, derrière les rôles sociaux, derrière les habitudes, derrière les récits que l'homme raconte sur lui-même, demeure encore cette liberté irréductible que rien ne parvient complètement à transformer en objet stable et définitif. Et peut-être que la plus grande illusion de la mauvaise foi consiste justement à croire qu'un jour, l'homme pourra enfin se reposer définitivement dans une identité stable. Comme si quelque part, il existait une forme finale de soi-même, une version parfaitement achevée de l'existence, une manière d'être qui supprimerait enfin le doute, l'angoisse, les contradictions intérieures. Mais Sartre refuse radicalement cette idée. Pour lui, la conscience humaine n'atteint jamais une forme complètement close. Jamais. Même lorsque l'individu croit avoir trouvé sa place, sa vérité, son rôle définitif, quelque chose continue encore de bouger silencieusement en lui. Parce que la conscience n'est pas une chose. Elle est mouvement, projection, dépassement. Elle ne cesse jamais totalement de viser autre chose qu'elle-même. Et cette dynamique permanente empêche le repos absolu. L'homme peut bien tenter de se fixer dans certaines certitudes, dans certaines habitudes, dans certaines images sociales, mais aucune de ces constructions ne parvient à arrêter complètement le flux intérieur de l'existence. C'est pourquoi tant de vies apparemment réussies restent traversées par une étrange insatisfaction. Extérieurement, tout semble accompli. Le statut est là, la reconnaissance est là. Le personnage fonctionne parfaitement. Et pourtant, quelque chose demeure vide. Quelque chose continue de résister intérieurement. Parce que l'existence humaine ne peut jamais être entièrement remplie par une identité extérieure.
Même la réussite peut devenir un masque. Même le succès peut servir à éviter certaines questions fondamentales. Qui serais-je sans cette image? Que resterait-il si ce rôle disparaissait? Et ces questions effraient profondément, parce qu'elles menacent les fondations même sur lesquelles beaucoup ont construit leur vie. Alors l'homme s'attache encore davantage à son personnage. Il devient dépendant du regard des autres, dépendant de la validation sociale, comme si ce regard extérieur pouvait enfin stabiliser son existence. Mais là encore, la conscience découvre une fragilité immense, car le regard d'autrui est instable, changeant, imprévisible, aujourd'hui admiré, demain oublié, aujourd'hui reconnu, demain contesté. Ainsi, fonder entièrement son identité sur le regard extérieur revient à construire sa vie sur quelque chose de profondément mouvant. Et cette dépendance produit souvent une angoisse cachée, une peur permanente de perdre le personnage, de perdre l'image, de perdre la place occupée dans le monde social. Beaucoup d'individus passent alors leur existence à défendre leur masque comme on défendrait une forteresse. Ils surveillent leurs paroles, leurs attitudes, leur apparence. Ils deviennent gestionnaires de leur propre personnage. Et peu à peu, la spontanéité disparaît. La vie devient calcul, contrôle, mise en scène continue. Mais derrière cette maîtrise apparente, la conscience continue silencieusement de ressentir son propre enfermement. Parce qu'aucune mise en scène ne peut supprimer totalement la liberté intérieure. Quelque chose reste toujours vivant derrière les automatismes. Quelque chose refuse encore de devenir pure fonction. Et ce refus intérieur peut parfois surgir dans les moments les plus inattendus. Au milieu d'une réunion, dans une conversation banale, pendant un trajet quotidien. Soudain, l'individu ressent une étrangeté face à sa propre existence. Comme s'il observait sa vie de l'extérieur. Comme si tous les gestes habituels perdaient momentanément leur évidence. Et cette sensation peut être extrêmement déstabilisante. Parce qu'elle révèle brutalement le caractère construit des identités sociales. Le personnage apparaît alors comme un rôle appris, une forme répétée, pas comme une essence absolue. Et cette découverte ouvre immédiatement à un espace vertigineux. Si je ne suis pas entièrement ce personnage, alors qui suis-je? Mais Sartre répondrait encore. Tu n'es jamais une chose fixe à découvrir une fois pour toutes. Tu es ce mouvement même de la conscience, ce rapport vivant à tes possibilités, ce dépassement continuel de ce que tu es déjà. Et cette réponse empêche toute stabilisation définitive. L'existence humaine devient alors une tâche infinie, une création jamais achevée, un devenir permanent. Or beaucoup trouvent cette perspective épuisante, parce qu'ils voudraient enfin pouvoir déposer le poids de la création de soi. Ils voudraient être définitivement quelque chose, être enfin tranquille. Mais cette tranquillité appartient aux objets, pas aux consciences. Une conscience vivante reste toujours incomplète. Toujours traversée par du possible, toujours exposée au changement, même lorsqu'elle refuse ce changement. Et cette impossibilité du repos total explique pourquoi la mauvaise foi revient sans cesse dans la vie humaine. Elle n'est pas un accident ponctuel, elle est une tentation permanente. La tentation de transformer l'existence ouverte en identité fermée. La tentation d'oublier les possibles pour retrouver le confort du déterminé. La tentation de devenir enfin une chose. Mais cette tentative échoue toujours partiellement, parce que la liberté continue de réapparaître sous différentes formes. Dans le doute, dans l'ennui, dans le sentiment de vide, dans les crises existentielles, dans les désirs de rupture, comme si quelque chose en l'homme refusait obstinément de mourir sous les couches du personnage. Et plus cette résistance intérieure est étouffée, plus elle peut devenir violente lorsqu'elle réapparaît. Certaines personnes changent brutalement de vie après des années d'existence mécanique. D'autres s'effondrent intérieurement, malgré une réussite extérieure parfaite. D'autres encore découvrent soudain qu'elles ne croient plus du tout au rôle qu'elles ont défendu pendant des décennies. Alors apparaît une immense sensation d'irréalité. Comme si toute la vie précédente avait été vécue à travers un masque devenu soudain transparent. Et cette transparence peut être terrifiante, parce qu'elle retire toutes les certitudes anciennes. Mais elle peut aussi devenir le début d'une lucidité nouvelle. La conscience comprend alors que le problème n'était pas seulement extérieur. Le problème venait aussi de cette tentative impossible, vouloir devenir une identité définitivement stable, vouloir supprimer l'ouverture fondamentale de l'existence. Or cette ouverture ne disparaît jamais. Elle peut être recouverte, détournée, endormie momentanément.
mais jamais totalement détruite. Car tant qu'il y a conscience, il y a possibilité. Et tant qu'il y a possibilité, l'homme échappe toujours partiellement au rôle qu'il joue. Même lorsque ces rôles semblent parfaitement maîtrisés. Même lorsque toute une société les confirme. Même lorsque l'individu lui-même finit par y croire. Quelque chose continue encore, dans le silence intérieur, à dépasser secrètement les limites du personnage, comme une liberté persistante qu'aucun masque humain ne parvient jamais complètement à immobiliser. Et finalement, c'est peut-être cela que Sartre voulait montrer avec une brutalité presque insupportable. L'homme passe souvent une grande partie de sa vie à essayer d'échapper à lui-même. Non pas à son moi profond caché quelque part dans l'ombre, mais à cette liberté ouverte, instable, inconfortable, qui constitue le cœur même de son existence. La mauvaise foi naît précisément ici, dans cette tentative désespérée de transformer une conscience vivante en chose stable, en identité fixe, en personnage parfaitement défini. L'homme voudrait parfois devenir aussi solide qu'un objet, aussi prévisible qu'une fonction, aussi fermé qu'un rôle social, parce qu'un objet ne doute pas, un objet ne porte pas le poids du possible, un objet n'a pas à inventer le sens de sa vie. Mais l'être humain, lui, reste condamné à cette tâche, condamné à choisir, condamné à se construire, condamné à habiter une existence qui ne possède jamais de forme finale. Et cette condamnation produit une peur immense. Alors les masques apparaissent, les habitudes, les personnages, les récits que l'on raconte sur soi-même. Tout un système destiné à rendre l'existence plus supportable, plus stable, plus rassurante. L'homme dit « Je suis comme ça. C'est ma nature. Je n'ai pas le choix. » Comme si ces phrases pouvaient enfin fermer le vertige des possibles. Mais au fond, quelque chose continue toujours de résister. Quelque chose continue silencieusement de voir que le personnage n'est jamais l'être tout entier. Même derrière les rôles les plus solides, demeure encore une conscience capable de se regarder, de se juger, de se dépasser. Et c'est précisément cette distance intérieure qui rend la mauvaise foi fragile. Car l'homme peut se mentir, mais jamais totalement. Une part de lui continue toujours de savoir, toujours de sentir, toujours de pressentir que l'existence reste ouverte. Alors parfois, au milieu des routines, des certitudes, des identités soigneusement construites, un instant de lucidité surgit. Un instant presque violent. Le masque devient visible. Le rôle paraît soudain artificiel. L'individu se voit jouer. Et dans cette fissure apparaît une vérité difficile. Il n'était pas seulement ce personnage. Il était aussi celui qui choisissait continuellement de le maintenir. Cette découverte peut être terrifiante, parce qu'elle réintroduit immédiatement la responsabilité. Mais elle contient aussi quelque chose de profondément libérateur. Car si l'homme participe à ce qu'il devient, alors rien n'est totalement fermé. Aucune identité n'est absolument définitive. Aucun rôle ne possède le dernier mot. Même au cœur des habitudes les plus anciennes, même derrière les masques les plus épais, demeure encore une possibilité de rupture, une possibilité de lucidité, une possibilité de transformation. Et peut-être que l'authenticité, selon Sartre, ne consiste pas à détruire tous les rôles. Cela serait impossible. Nous vivrons toujours à travers des fonctions, des relations, des identités sociales. Mais l'authenticité commence peut-être lorsque l'homme cesse enfin de croire qu'il est uniquement cela, lorsqu'il accepte que derrière chaque personnage demeure une conscience libre, jamais totalement figée, jamais totalement achevée, jamais totalement réductible à une définition. Alors la vie cesse d'être une prison parfaitement fermée. Elle redevient mouvement, création, responsabilité. Et même si cette vérité est lourde, même si elle retire certaines illusions confortables, elle rend aussi à l'homme quelque chose d'essentiel. La possibilité de ne jamais être complètement enfermé dans le masque qu'il porte. Car derrière chaque rôle humain, derrière chaque identité, derrière chaque histoire racontée sur soi-même, continue encore de respirer cette liberté inquiétante, fragile, mais irréductible, que Sartre considérait comme le véritable cœur de l'existence humaine.